Bonjour et bienvenue dans cette 55e édition de Be My Guest. Nous sommes en live sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Merci de partager, de vous abonner et n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Aujourd'hui, dans Be My Guest, nous allons parler de restauration de voitures de collection et de réparation de véhicules de prestige avec une référence mondiale, la carrosserie Lecoq. La restauration chez Lecoq, c'est un savoir-faire centenaire avec des compagnons selliers, tauliers, ébénistes. Ce sont aussi des infrastructures à la pointe de l'innovation et c'est bien sûr la passion de l'automobile qui se transmet de père en fils. Que ce soit à Besançon ou sur la Côte d'Azur, plus que des carrossiers, ce sont des artisans d'art. Rencontre avec Thomas Aluni, directeur des carrosseries Lecoq. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir dans l'émission. Donc, Merci de me recevoir. je vous en prie. Donc Thomas, Lecoq, c'est avant tout une histoire de famille. Donc je disais tout à l'heure effectivement que je crois que vous êtes la quatrième génération de carrossiers. Alors oui, dans la famille Aluni, du groupe Albax, effectivement, on est la quatrième génération avec mon frère de carrossier. Dans l'histoire, on a repris une entreprise qui s'appelle la carrosserie Lecoq et qui elle, avait été créée, donc c'est une entreprise éponyme qui avait été créée par André Lecoq en 1963 aux portes de Paris à Saint-Ouen. Donc la carrosserie Lecoq, c'était une carrosserie qui faisait rêver votre papa quand il était jeune. Absolument. Ça fait partie des choses qu'il a toujours admirées, des entrepreneurs et des entreprises qui réalisaient un travail d'exception, un travail d'orfèvre. Voilà, là, c'est l'image avec la carrosserie Albax, à l'époque où mon père avait créé sa propre entreprise et où il avait réembauché toute l'équipe de la carrosserie de son père, avec donc la carrosserie Aluni et Frères. Et donc, il faisait à l'époque des restaurations, ce qu'on pouvait voir, des véhicules accidentés. C'était les véhicules d'époque qui réparaient et qui restauraient. Ils avaient ça aussi dans le sang. Et de pouvoir arriver quasiment 35 ans après de racheter une entreprise comme celle-ci, qui a une renommée internationale, c'était oui, un vrai rêve de gosse. Voilà. Alors, il a quand même essayé de s'éloigner de cette tradition de plus de 80 ans. Il a fait quelques écarts. Il a quitté l'école. Il a fait plein de métiers différents et finalement, il est revenu à l'automobile. Oui, on en discutait encore hier, mais c'est vrai qu'il a fait, il a quitté l'école parce que il y avait pas, enfin, il y trouvait pas sa place et il avait envie de faire des choses de ses mains, de construire et d'entreprendre. Mais il a commencé en traversant la rue à trouver le premier job. Ça a été boucher, il a été boucher pendant un certain temps, puis après il a été restaurateur, mais pas de voiture, restaurateur. Il a eu un restaurant, il a été chef cuisinier du coup, de fait. Et ensuite, il est revenu à ses premières amours. Donc, le fait d'avoir baigné comme nous d'ailleurs, comme mon frère et moi, dans des carrosseries depuis le plus jeune âge, ça nous a imprégné de cet amour, de cette ambiance, de cette atmosphère. Et en fait, je pense qu'on est tout simplement tombé dedans quand on était petit et du coup, on y revient naturellement. Alors, on évoquait André Lecoq tout à l'heure, dont votre papa a racheté en 2006, je crois, la C'est ça, carrosserie. Donc, oui, Lecoq qui, en 1963, donc, avait lancé son atelier de restauration de véhicules de prestige et qui est vite devenu une référence dans la restauration. oui, ce qu'on a vu là, oui, c'est une 57 S Atlantique, donc il y a eu trois voitures au monde. Ça fait partie des voitures les plus prestigieuses et les plus inestimables au monde aussi. Il y a quelques grands noms de collectionneurs français
qui sont passés comme propriétaires de cette auto, et c'est une des dernières en date. Deux sont maintenant, une aux États-Unis, donc dans la collection de Ralph Lauren depuis un certain moment, et puis après il y en a une autre qui a été re-restaurée. Donc celle-ci, en l'occurrence, a été re-restaurée il y a quelques années pour changer de couleur, et elle est passée dans une collection privée de outre-Atlantique. Mais voilà, c'est des voitures totalement exceptionnelles qui ont été faites à l'époque chez André à Saint-Ouen, dans la carrosserie Lecoq. Et certes, c'était des voitures d'exception, mais bien moins que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et pourtant, elles ont été faites dans la totale simplicité de l'excellence et du savoir-faire de Koch. Et donc, ça en a fait des chefs-d'œuvre. Alors, le coq, bien sûr, ce sont des métiers d'art. Donc, j'en ai évoqué quelques-uns, la sellerie, la tôlerie, l'ébénisterie. Alors là, j'ai justement quelques photos que vous m'avez transmises de châssis en bois. Et oui, la structure de la carrosserie, effectivement, parce que le châssis, lui, Oui, effectivement, oui, et le tout à fait. châssis était. Mais donc, il y a à la fois de la structure bois sur cette photo pour la carrosserie, puisque la carrosserie était tôlée sur les voitures des années 20, 30, 40 encore, tôlée sur des structures en bois. Mais aussi le bois, comme on peut le voir, servait à faire des gabarits, et sert toujours à faire des gabarits pour pouvoir former les éléments. Donc là, les ailes de plus de 7 mètres de cette Bugatti Royal SR ont été réalisées grâce à des structures qui ont été faites en bois. Et ensuite, on voit les armatures de la caisse avec les emplacements où vont venir se riveter ou s'emboutir les tôles d'ornement, en fait, l'habillage, la peau extérieure de la voiture. Et voilà, ça c'est l'auto quand elle est terminée, en fait, Alors ça, ça c'était une ressemble. photo d'époque. Et donc là, on a une photo récente, effectivement, après restauration. Oui, exactement. Magnifique photo d'ailleurs. Et donc cette voiture avait été faite emmurée dans le sous-sol. Donc c'était un projet entre guillemets secret. Ça fait partie des anecdotes un petit peu de la carrosserie de Koch. Et seuls les personnes habilitées, donc les quelques rares tauliers formeurs, selliers et carrossiers qui étaient des ferreurs qui pouvaient être amenés à côtoyer ce projet, étaient habilités à rentrer dans la salle. Et ensuite, il y a eu d'autres choses assez extraordinaires. Les photos d'archives sont un peu plus difficiles à retrouver, mais on en a de moins bonne qualité, donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas fournis. Mais il y avait un plan à l'échelle 1/1, donc au mur de la voiture. Donc on imagine quand même, vu que c'est une voiture qui fait 7 mètres de long, le projet, donc le dessin entièrement fait à la main. Et donc ça, c'est des choses extraordinaires qu'on rêve de revivre aujourd'hui, quoi. Alors, quand une voiture arrive chez Lecoq, ça peut être une restauration juste on va dire, esthétique, mais ça peut être aussi une reconstruction totale, hein. Absolument. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. On peut soit faire de la réparation, on peut faire de la réparation collision de voitures anciennes, par exemple, puisque ça arrive. Ça, c'est une Jaguar XK d'ailleurs qui était arrivée pour un choc, un sinistre automobile, un choc arrière un peu violent. Et donc, il y a eu un sinistre, donc on a expertisé et qu'on a réparé. Mais suite à ça, il y a eu des démontages qui ont fait que on avait la possibilité d'engager une restauration, et donc le client était d'accord, et donc il y a eu une part à la charge du client pour finir le véhicule et faire une restauration. Et donc on peut faire un mix de tout ça, et parfois on va avoir des voitures qui seront dans des états, voilà, ça c'est un gros puzzle, et il y a des voitures qui vont être dans des Là, états qui vous seront. Donc ça, c'est quand on fait un état des lieux d'une voiture que l'on reçoit, que l'on démonte. Et donc voilà, on fait un référencement précis avec un état précis des pièces. Donc ça, c'est une voiture qui a été inondée, une Daytona. C'est encore un sinistre, une catastrophe naturelle, une voiture qui était dans un parking souterrain. Et donc voilà, le véhicule nous est amené
pour un sinistre. Et donc là, on entame les démontages de l'auto. Ensuite, on fait l'état des lieux avec le référencement de toutes les pièces pour savoir celles qui sont en bon état, celles qui sont à réparer, à restaurer, celles qui sont à remplacer. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il faut les confectionner? Qu'elles soient des pièces d'ornement, de carrosserie, de peau, de structure, de mécanique, électrique, enfin voilà, toute la sellerie exactement comme pour n'importe quelle restauration. Et ça nous amène du coup à faire un devis plus précis à partir de ce moment-là, puisque au départ on part d'enveloppes générales, de modèles que l'on connaît, de travaux que l'on a déjà réalisés et donc qui font notre histoire, notre base de données. Et de là, on fait une esquisse et suite au démontage, suite au décapage du véhicule, après, on va préciser chaque poste pour en faire un devis plus affiné et qui ressemblera ensuite à une facture. Alors, quel est le projet qui a coûté le plus cher dont vous avez eu à vous occuper au Carrosserie Lecoq? Ah, depuis que nous on a repris, je pense que euh, la Daytona là inondée, ça sera une des plus grosses, un des plus gros chantiers. Alors pas celle-ci, ça c'est juste enfin juste entre guillemets, c'est un changement de couleur et une remise en teinte d'origine. Mais celle-ci, voilà, qui est une voiture inondée où il va falloir faire une restauration complète, 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 avec des réparations en plus suite à la vie du véhicule. Ça fait partie des très gros chantiers, mais on a eu des chantiers techniques qui ont pu qui auraient pu, alors de par le temps, après, voilà, on ne peut pas comparer, ne serait-ce que les euros d'aujourd'hui à ceux d'il y a, enfin, ceux d'il y a 10 ans. Donc, il y a tout un tas de choses qui ont évolué. Les prix de pièces évoluent énormément aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile de comparer. Si on devait prendre comme exemple, j'imagine que la Bugatti Royale SDR en reconstruction complète ou la quasi-reconstruction de la Bugatti 57 Atlantique étaient des chantiers pharaoniques dont je n'ai pas les chiffres, mais j'imagine tout à fait qu'ils sont même aux francs de l'époque, bien supérieurs à ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que ce sont vraiment des chantiers colossaux en termes d'heures de travail, de recherche, enfin, et de l'ensemble des métiers de la restauration qui ont travaillé à faire que tout cela soit réalisable. Alors justement, en parlant d'heures de travail, prenons par exemple la Ferrari, la Ferrari Daytona qui était Mhm. en peinture. Là, il faut combien d'heures de travail pour refaire la peinture? Entre les déshabillages, enfin déshabillages, des montages, puisque là on voit que la photo, sur la photo qui est la plus, ses pare-chocs, ses phares, ses grilles de calandre, et les portes et les pare-brises. Donc tout ça, ça représente, on va dire, quelques centaines d'heures. On a un gros travail de préparation peinture d'un peu plus d'une centaine d'heures. Il y aura au final un pôle illustré qui va en prendre à peu près la moitié. Et donc en déshabillage-rhabillage, on est à peu près dans les mêmes enveloppes, une grosse centaine d'heures, plus après tout ce qu'il va falloir réparer ou confectionner ou retirer du véhicule. Là, on a retiré une alarme qui avait été montée à l'époque, mais qui était irriguée dans toute la voiture, donc il a fallu démonter quasiment la moitié de la voiture pour ressortir je sais pas, 2 kilomètres de câbles d'alarme qu'on avait, c'était insensé. Et, euh, et après, on a quelques confections de pièces et quelques réparations, toujours, même si à la base, elle ne vient pas pour ça. On ne remontera pas des éléments qui sont cassés ou des éléments qui vont jurer par rapport à la peinture et à la livrée qu'on va faire de l'auto. Donc, il y a aussi du bon sens. Donc, il faut amener aussi le client à peut-être faire des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui ne sont pas forcément des grosses entreprises, mais pour que l'ensemble que l'on livre soit cohérent par rapport déjà à son état d'origine et par rapport aussi à la qualité de la peinture que l'on va faire. Donc je dirais
au moins 2 à 300 heures de travail global pour une peinture comme ça. Et j'imagine que pour chaque travail de restauration, vous avez un gros travail en amont de recherche dans les archives pour retrouver les coloris d'origine, etc. Alors parfois c'est très simple et parfois effectivement ça peut être très complexe et ça peut être long aussi de retrouver le bon montage, retrouver la bonne teinte, d'arriver à produire la bonne teinte, euh, parfois on va trouver à l'intérieur d'un tablier sous la caisse en grattant, en décapant l'écaille qui reste de la couleur d'origine et il va falloir arriver sans pouvoir se fier à un outil dont tout le monde parle, le spectromètre, parce qu'il ne pourra pas analyser une si petite trace. Après, il va falloir se fier à un coloriste. Donc ça a été le premier vrai métier de mon père dans l'automobile aussi. Ça a été coloriste et il fabriquait les teintes à l'époque où les carrossiers n'avaient pas de laboratoire. Ils avaient à peine pour certains des cabines de peinture. Et donc, on faisait les teintes au pigment et donc il a commencé son activité comme ça. Et donc, nous, aujourd'hui, on a des outils un petit peu plus élaborés, mais on constitue les teintes. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais ce qui est le plus difficile, c'est de se rapprocher de ce qui était existant et surtout si on a un échantillon, arriver à trouver avec les opaques, les métallisés ou les nacrés selon les époques, avec tous ces effets, arriver à retomber sur le bon mélange, sachant qu'on n'utilise plus les mêmes produits, les mêmes qualités de produits, là, ça relève d'un niveau de technicité assez élevé. Et donc ça, ce sont des recherches qui sont effectivement souvent longues et très intéressantes au demeurant. Alors j'ai une question, est-ce que le démontage et le référencement de chaque pièce se fait à chaque sinistre? Sur des petits sinistres, non. Après, sur des moyens gros sinistres, qui est quand même une de nos principales activités, que ce soit dans l'ancienne ou dans les supercars, oui, quand on démonte des garnitures de porte d'une Bentley ou d'une Rolls-Royce, et je pourrais dire d'une Ferrari ou d'une Tesla, mais d'une Bentley ou d'une Rolls-Royce qui pèse, je sais pas, plus de 10 ou 15 kilos, qu'il faut la porter à deux, il faut l'emballer dans, je ne sais pas, 5 ou 6 papiers bulles différents. Il faut bien entendu prendre le temps déjà de mettre ces éléments dans des conditions optimum, ce qui ne se fait pas vraiment dans la réparation collision traditionnelle, puisque bon, les éléments sont moins fragiles, moins onéreux et aussi ils sont surtout beaucoup plus disponibles. Donc si jamais il advenait un malheur, on n'aurait pas 6 ou 8 mois d'attente sur une garniture de porte qui a été endommagée, par exemple. Donc le risque est tellement important que oui, on prend le temps de référencer ce que l'on démonte. On a aussi des méthodes communes de démontage, que ce soit en carrosserie moderne ou en carrosserie classique, ou même dans les ateliers mécaniques où on met dans des boîtes notées d'une certaine manière et pour que un technicien puisse reprendre derrière un autre si jamais ça devait être le cas. Donc oui, il y a forcément un vrai travail de référencement et d'organisation et de logistique derrière chaque chantier. Alors, vous ne faites pas forcément des restaurations à l'identique. Parfois, les clients vous demandent des transformations, comme ici dans le cas de cette Auto Bianchi qui a été transformée Mhm. en cabriolet. En Spiagina. C'est la petite version qui sera finalisée avec, vous savez, les petits fauteuils en osier, enfin les Ah petits oui. sièges, pas fauteuils en osier, voilà, très ouverte, très simple. Et donc oui, ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive quand même. On a toujours un projet ou deux comme ça par an qui tombent avec des demandes de petites ou de grosses transformations. Et donc ça, c'est toujours hyper intéressant de se plonger là-dedans, de faire des recherches sur ce qui a déjà existé, sur des choses nouvelles qui n'existent pas. Donc voilà, la personnalisation, le bespoke, comme on peut le dire aussi voilà, en anglais, ce sont des choses qui souvent nous amènent à nous évader un petit peu et on adore faire ça. Et sur de l'ancienne,
même si c'est un peu plus rare, on en fait quand même et ça, c'est très chouette là. Le projet abouti, il va être magnifique. Alors, on évoquait tout à l'heure également des supercars et des véhicules de prestige. Donc, effectivement, la carrosserie de Beson est plus spécialisée dans la restauration de véhicules de collection, tandis que votre carrosserie sur la Côte d'Azur, donc le Coq Riviera, est plus tournée vers les supercars et les véhicules de prestige. C'est bien ça? Alors, c'est juste dans un sens, c'est qu'en fait, notre département de restauration principal pour les gros travaux de restauration, reconstruction, et cetera, est basé à Paris et donc on a un vrai atelier dédié, au cœur de la carrosserie, à Paris. Exactement face à vous, là, on entre dans la carrosserie et en face de nous, sous le portrait d'André Lecoq, il y a, l'atelier restauration et là-dedans, on fait tout ce qui est lié à la restauration, enfin, en tout cas, le maximum des opérations, que l'on a besoin de faire pour l'ancienne se font ici. L'atelier mais il n'en demeure pas moins que l'activité principale en volume, parce que c'est celle qui a une rotation, un turnover plus régulier, ça reste l'activité de réparation de véhicules de prestige. La seule différence, c'est que Riviera fait très peu de restauration, voilà, et beaucoup plus axé sur la réparation comme nous de véhicules de prestige et va faire certaines réparations ou restaurations esthétiques, beaucoup plus cosmétiques, on va dire, de voitures anciennes. Là, voilà, on voit une 918 Spider, un changement de caisse sur une GT2 RS quand elle venait de sortir. Donc, on a des gros chantiers qui sont réalisés sur le Coq Riviera avec voilà, des voitures vraiment d'exception. On est effectivement référencé comme à Paris par plusieurs marques en tant que carrosserie officielle. Ah oui, vous de avez la- des agréments très convoités. Vous avez Ferrari quand même, vous avez Oui, Bentley, vous avez Jaguar, Land Rover, vous avez Honda NSX, entre autres, pour Tesla. Tesla. Alors, on va y venir justement, oui, Mhm. parce que alors là, c'est vrai que Et donc Porsche sur la Côte d'Azur qu'on n'a pas à Paris. Voilà, ça c'est l'intégralité de nos agréments. Et donc je vous laisse en venir où vous vouliez pour pas vous donc, couper. effectivement, donc vous êtes agréé Porsche également, mais vous avez mentionné Tesla. Et Tesla, effectivement, ça requiert quand même une certaine technicité. Et je crois que ce soit pour l'électrique ou pour tous les autres métiers, vos employés, vos ouvriers, vos compagnons sont en formation continue en permanence. Ils vous ont une formation 2 à 3 fois par an, je crois. Alors oui, ça va dépendre des marques et ça dépendra forcément du nombre d'items, de modèles roulants, de nouveaux modèles qui vont sortir par an. Donc c'est assez variable, mais ce qui est certain, c'est que tous nos techniciens, et pour qu'on ait des agréments de marque, tous nos techniciens sont continuellement en formation, donc que ce soit des formations en ligne, donc les online training, et ensuite on a après les formations en présentiel, donc qui peuvent être faites en France ou à l'étranger, chez le constructeur directement ou dans des organismes de formation qui dispensent donc des formations pour ce fameux constructeur, pour un module spécifique de la soudure aluminium, de la structure générale, de la soudure acier. Donc, il y a effectivement beaucoup de modules pour lesquels, pour chaque constructeur, pour chaque marque, on va devoir avoir des techniciens qui seront formés et ça va varier avec une formation par an jusqu'à plusieurs formations par an. Parfois, c'est certains modules qui doivent être qualifiés tous les 2 ans, comme la soudure aluminium, par exemple. Tous les 2 ans, on doit renouveler la certification. Ça sera la même chose pour les soudures acier sur les marques qui demandent des certifications de soudure acier, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus agréé seulement pour l'aluminium, mais on est agréé pour l'aluminium et les multimatériaux. Donc les multimatériaux, ce sont les nouveaux alliages, les nouveaux aciers et les nouveaux alliages d'acier et d'aluminium. Et donc ça, ce sont les spécificités des marques comme Tesla, des marques comme Bentley, des marques comme Jaguar Land Rover et Porsche. Et pour l'instant, Ferrari est très largement
100% aluminium avec quelques petites pièces par-ci par-là de renfort cachées en acier, mais sinon ce sont des monocoques 100% d'aluminium. Alors, j'ai une autre question d'un spectateur concernant la transformation. On montrait tout à l'heure l'Auto Bianchi. Et il demande pour la transformation, comment est-ce perçu au niveau de la loi? Est-ce que le concessionnaire pourrait vous poursuivre en justice? Et sinon, est-ce que vous pouvez mettre votre signature sur la carrosserie transformée? Alors, on ne fera pas ce type de transformation sur des véhicules modernes. L'Auto Bianchi, c'est un véhicule de collection, donc on n'a pas de spécificité particulière et ce sont des transformations qui étaient vraiment d'usage. Peut-être pas c'était plus réalisé sur les Fiat 500, puisque c'est comme ça qu'elles sont très connues. Mais effectivement, ce sont des transformations d'usage qui sur ces véhicules-là de collection n'ont pas de besoin particulier législatif. Et après, on pourra toujours y amener une signature, ça sera un petit plus, puisque de toute façon, c'est le cas de toute restauration ou transformation qui est réalisée chez nous. Elle aura sa plaque de restauration, donc sa signature de la marque Carrosserie Lecoq. Mais très clairement, on ne va pas faire la même chose sur une voiture moderne, ou en tout cas, si elle devait être immatriculée en France, ça serait très complexe, voire quasiment impossible. Et généralement, quand c'est réalisé sur des véhicules qui sont immatriculés en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe qui sont moins regardants sur la mise en sécurité des personnes. Alors, ce qui était intéressant, donc, vous avez mentionné Tesla tout à l'heure. Donc, vous avez un pool qui est consacré, une carrosserie Albax qui est consacrée donc au Tesla. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, que des carrossiers spécialisés dans la voiture de collection, donc les moteurs thermiques, s'intéressent à l'électrique. Vous pensez que c'est l'avenir? C'est une partie de l'avenir. Il ne faut pas tout miser que sur l'électrique. C'est pas forcément l'énergie la plus verte. Et on en entend assez parler aujourd'hui, même si c'est une énergie intéressante, qui a des performances et des caractéristiques d'agrément de conduite qui sont assez formidables. Ça ne remplacera pas le plaisir d'un moteur, à essence. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout le même agrément de conduite. Et après, très honnêtement, c'est rouler en électrique, c'est un confort, c'est un silence, c'est une quiétude. Après, il y a une appréhension à avoir un petit peu différente. On conduit ou on ne pilote pas du tout de la même manière un véhicule électrique avec le rétrofreinage, mais c'est sûr que ce sont des énergies sur lesquelles il faut quand même avoir un regard et l'hybride est certainement quelque chose qui est peut-être plus flexible et plus à même de durer dans le temps. Il y a peut-être aussi l'hydrogène qui viendra un jour titiller tout ça, mais après, c'est quels sont les moyens que l'industrie va y mettre pour qu'on puisse avancer sur la recherche et le développement de ces autos-là. En tout cas, nous, effectivement, tous nos établissements, que ce soit pour les véhicules hybrides ou électriques, donc les 16 établissements du groupe Albax, ont bien des techniciens habilités à travailler sur les véhicules hybrides et électriques. Et dans notre groupe, on a donc le groupe Albax, on a les deux carrosseries Lecoq qui sont des carrosseries agréées Tesla, donc ce dont on parlait tout à l'heure, mais Tesla Approved Body Shop, Primary Location, donc ce sont des centres où on peut faire des réparations structurelles. Donc dès qu'un élément est collé, soudé ou rifté, on appelle ça un élément structurel. Donc une aile arrière, c'est structurel. On ne parle pas juste de la structure du châssis et du marbre. Donc une aile arrière de Tesla ne peut se remplacer que dans un atelier agréé. Et en l'occurrence, Albax Paris 15 est la première carrosserie Albax à obtenir un agrément de marque dans notre groupe. Donc on en est très fiers. Et elle a cet agrément Tesla. Donc là, vous voyez avec mon frère qui dirige le centre donc Bastien, qui dirige le centre d'Albax Paris 15 et les ateliers Albax Île-de-France. Donc on en a quelques-uns en Île-de-France. Et celui-ci est donc à deux techniciens et des personnes de bureau qui ont fait toutes les formations pour être un centre qu'on appelle satellite et donc qui s'occupe des réparations cosmétiques. Donc tout ce qui n'est pas le remplacement
des éléments protégés structurels. Donc après, démonter, remonter, remplacer, réparer de la carrosserie, des éléments mécaniques, tout sinistre. Et après, dès que c'est au-delà de leur, je ne vais pas dire compétence parce que c'est pas vraiment le terme, mais de leur habilitation, bah, c'est transféré sur le centre primaire, donc la carrosserie Lecoq. Et donc ça fait une très belle complémentarité et surtout c'est une adresse parisienne intramuros et c'est le seul établissement agréé Tesla intramuros. Alors, en tant qu'amoureux des voitures anciennes, vous pensez quoi du rétrofit sur une voiture de collection? Ben, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je pense que ça peut donner une seconde vie à certaines voitures et à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie, même sur des petites voitures simples qui ne demandaient pas beaucoup d'entretien, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir voilà, payer du carburant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un agrément de conduite, c'est un vrai plaisir. Ça peut permettre de rouler dans des villes ou dans des secteurs de ville où parfois, ben, selon le degré de pollution, on ne peut plus trop rouler. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Après, on n'en est pas à transformer toutes les voitures anciennes en voitures électriques, mais on se pose la question avec le client pour la petite auto Bianchi Spiagina de savoir si on la Ah ferait pas oui, en électrique parce que, bon, au final, elle a un petit moteur qui est sympathique, mais bon, qui avance pas des masses. Il y a la place et ça existe, et donc le kit existe déjà. Euh, Quel est l'intérêt réel pour une voiture qui va faire peut-être au maximum 100 km par an d'avoir un moteur thermique alors qu'on l'aura à moitié découpé pour en faire une voiture qui sera juste pour aller à la plage et faire donc 10 km ou 20 km. Bon, je pense que ça peut avoir un intérêt d'avoir une voiture qui est transformée totalement et qui aura au final son rétrofit et qui sera un véhicule électrique. Voilà. C'est pas encore décidé, mais c'est un sujet dont on discute. alors j'ai une autre question de Didier qui demande si le confinement a eu un impact sur la restauration des véhicules. Les propriétaires passionnés ont-ils trouvé plus de temps libre pour s'occuper de leurs véhicules? Alors, il y a eu premier confinement et second confinement. Donc, premier confinement, il a fallu qu'on prenne des décisions de groupe, puisqu'on est quand même dans un groupe Albax qui emploie 250 personnes, un réseau de carrosserie de 16 carrosseries. Donc, il a fallu qu'on prenne des décisions pour l'ensemble du groupe et on ne pouvait pas mettre un atelier ou un département d'un des ateliers à part. Donc, notre décision, elle a été forcée par l'arrêt européen de toutes les chaînes de production. Donc, on avait dès le 16 mars plus de possibilité de s'approvisionner, enfin quasiment le lendemain, de s'approvisionner en pièces de rechange pour la carrosserie. Et en tout cas, c'était drastiquement limité. Donc on n'a pas eu le choix que de s'arrêter, même si on aurait pu mettre nos ateliers en conformité relativement rapidement par rapport à toutes les contraintes qui étaient, d'ailleurs qui changeaient quasiment tous les jours à l'époque, mais ça n'a pas été le cas, donc on a dû arrêter l'intégralité de notre entreprise. Et dès qu'on a pu repartir, on a fait redémarrer tous les secteurs. On n'a pas eu une surdemande pendant le premier confinement de restauration ou de réparation de véhicules de prestige. En revanche, dès notre prise, on a senti que ce segment de marché, qui est un petit peu différent que celui d'Albax, de la voiture plutôt commune, avec de la déclaration d'assurance classique, de l'entretien de flotte, etc., qui roulait de fait beaucoup moins, voire pas du tout. Là, on avait quand même une demande beaucoup plus importante et ça nous a quand même retardé dans quasiment 2 mois sur beaucoup de chantiers. Et après, on a eu un impact aussi assez délicat qui a été celui de tous les autres intervenants de la chaîne qui, eux, n'ont pas pu reprendre ou ont repris en temps partiel, en télétravail, et qui ont fait que, en fait, on n'a pas encore, aujourd'hui,
retrouver un service aussi efficace qu'on souhaiterait l'avoir. Donc, on n'a pas eu une surdemande, on a eu une demande qui était plutôt présente et sur laquelle on a su répondre de manière globale, normalement à peu près en temps et en heure, mais avec toutes les contraintes de nos différents intervenants partenaires. De fait, puis ce que tout le monde a vécu, hein, vous savez, un cas contact, ça met de suite à l'arrêt quelques jours, une semaine, 10 jours, un département d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Nous, on y est 40. Il suffit que ça nous arrive ou ça arrive à un de nos fournisseurs qui n'y sont que deux. Bon, ça peut avoir des répercussions qui sont parfois très délicates à gérer. Donc aujourd'hui, on est encore dans une difficulté de gestion globale parce que malgré toute la bonne volonté qu'on veut y mettre, bah, on est avec des paramètres qu'on ne maîtrise pas du tout. Et même si on prend toutes les bonnes précautions, c'est pas évident. Alors, je parlais en introduction d'innovation, donc on a vu que sur plusieurs points, vous innovez chez Lecoq. Je voulais également parler de développement durable avec vous, parce que vous avez mis en place un partenariat avec le groupe GPA il y a quelques temps. Le groupe GPA qui recycle près de 25 000 pièces détachées par an. Et donc, vous proposez à vos clients, alors là, ça concerne plus Lecoq Riviera, vous proposez à vos clients de remplacer les pièces endommagées par des pièces recyclées. Alors oui, ça concerne même beaucoup plus l'ensemble des carrosseries Halbach que les Lecoq, puisque on a certaines contraintes avec les marques que l'on représente sur le premium haut de gamme pour la pièce de réemploi, donc la pièce de seconde vie. Et en revanche, c'est quelque chose qui a été réactualisé effectivement avec ce partenariat avec GPA, mais qui existe depuis très longtemps, puisque Max, mon père, avait à l'époque, avec Autochoc, qui était une des plus grosses casses connues dans les années 90, si ce n'est la première européenne à être certifiée ISO, et donc avait déjà lancé un programme qui s'appelait Sovoto. Et donc je parle de ça dans les années 90, j'ai plus la date exactement, et qui à l'époque des procédures VGA, donc véhicules gravement accidentés, permettait vraiment de sauver des voitures de manière très très importante. Après, les normes, les engagements de toutes les parties, les assurances, les experts ont fait que ce programme n'a pas forcément perduré, même si on a toujours continué de proposer de la pièce de réemploi. Là, on réaffirme cette volonté avec un nouveau partenaire, GPA, qui est un partenaire qui s'engage énormément pour ses clients, d'amener une qualité de service, d'amener un vrai suivi, une vraie logistique qui permet de ne pas être pénalisé en tant que réparateur, d'avoir fait le choix de prendre de la pièce de réemploi. Parce que souvent, c'est le cas. On n'arrive pas à retrouver la marge que l'on fait parce qu'on n'a pas ni le service et la logistique des constructeurs, ni les marges dégagées que l'on fait avec des pièces neuves. Donc, en fait, toute la difficulté pour faire en sorte que les réparateurs utilisent des pièces de l'économie circulaire, c'est comme ça qu'on doit les appeler maintenant, et c'est toute la difficulté, c'est de faire en sorte que le réparateur y retrouve la même marge que quand il doit changer une porte de couleur parce que c'est la seule qui est disponible, bah, qu'il ait bien le temps nécessaire pour pouvoir le faire, que si elle est un peu abîmée, l'expert lui donne bien les temps pour pouvoir la réparer conformément à ce qu'elle devrait être si elle avait été neuve, entre guillemets. Donc, ça n'est qu'une histoire de moyens, et aujourd'hui, il y a des raccourcis un peu trop récurrents qui sont faits. Et donc, oui, c'est facile de mettre de la pièce de réemploi, mais pour que le carrossier puisse fonctionner et vivre et réinvestir et continuer de perdurer là-dedans, et qu'il s'y engage, il faut qu'il ait des partenaires en face qui lui permettent de s'y retrouver. Donc, avec des délais d'acheminement qui sont courts, avec des photos, de la disponibilité, du stock. Et donc aujourd'hui, GPA fait partie des partenaires avec qui on peut s'engager réellement et qui ont envie d'avancer et de créer des partenariats avec des entreprises comme les nôtres. Et on en est très satisfait.
Alors, vous avez évoqué votre papa Max, pionnier de l'économie circulaire dans les années 90, mais pas seulement de l'économie circulaire, puisqu'il a inventé en 1988 le concept de carrosserie rapide. Vous pouvez nous en parler? Oui, je peux, bien sûr. C'est un concept qui est donc il a créé son entreprise Albax en 78 et 10 ans après. Donc il était membre du club des jeunes, centre des jeunes dirigeants, donc le CJD, et il a fait faire en travail de groupe une étude de marché, tout simplement sur quelles étaient les attentes de la carrosserie, et il en est sorti la proximité, la rapidité, la qualité et le prix. Et donc, il a réfléchi à comment faire de la carrosserie un métier attractif pour déjà les collaborateurs, mais aussi pour les clients. Comment on pouvait faire de la rapidité à l'époque quand une voiture rentrait dans une carrosserie, un garage, on va dire, standard, et qu'elle était à la chaîne et à la queue leu-leu derrière les véhicules qui avaient des gros sinistres. Et donc, premièrement, il y a eu une distinction entre les sinistres qui étaient réalisables en 24 et 48 heures, donc 1 ou 2 jours d'immobilisation, donc la petite réparation. Et donc ça a été un atelier qui a été créé, le premier atelier qui a été créé pour ça n'a traité que ce type de réparation, et tout le reste était envoyé sur l'atelier primaire qui traitait les moyens et gros chocs. Et donc déjà, il y a eu une vraie distinction de l'immobilisation courte et de la réflexion du traitement de l'immobilisation courte. Et après, il y a eu la création avec différentes entreprises partenaires, des outils qu'on utilise encore aujourd'hui, mais qui ont été créés à cette époque-là, donc en 88, un petit peu avant, puisque ça a ouvert en 88. Et donc, ça a été la première cabine à charbon actif, ça a été les premières aires de préparation avec les aspirations à air et à eau avec le traitement des eaux. Ça a été les premiers satellites qui permettaient de desservir toutes les énergies de partout dans l'atelier. Ça a été les sécheurs, les IRT, ce qu'on appelle aujourd'hui les IRT, les infrarouges, donc les sécheurs à ondes courtes et moyennes pour pouvoir sécher les apprêts, les mastiques et les peintures à cœur. Et donc tout ça a été développé. À ce propos, j'ai lu que en fait, il avait été inspiré par le micro-ondes. Il s'étonnait qu'on puisse faire cuire quelque chose rapidement avec des ondes et qu'on puisse pas sécher une peinture en moins de 20 minutes. Et donc, il avait développé avec EDF ce système de peinture rapide. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve dans tous les ateliers de carrosserie aujourd'hui, et ça fait déjà très longtemps. Mais effectivement, ça n'existait pas. Et donc, il a fallu aussi développer les peintures qui permettaient de répondre à ces nouvelles contraintes, qui permettaient de se désolventer rapidement, de ne pas ternir, etc. Donc, il y a eu une vraie recherche à la fois technique, logistique, dans le parcours de l'atelier, de design, de décoration, pour qu'on ait des ateliers qui soient propres, mais des bureaux qui soient indépendants, qui soient en façade, qui soient accueillants, avec moderne, avec des ordinateurs, voilà, tout ça. Alors, il y a un petit mot de Didier Briola qui dit qu'il a vendu des Rolls et Bentley sur Paris pendant plusieurs années et qu'il a eu la chance de vendre des véhicules restaurés par votre carrosserie. Donc, merci de continuer à faire rêver les passionnés. Eh bien, avec grand plaisir. J'espère qu'on continuera à le faire très longtemps pour toutes ces belles autos que l'on aime. Alors, Thomas, vous m'avez proposé de faire une petite visite de l'atelier. Donc, on va faire si ça. vous voulez bien nous emmener. Alors, j'espère qu'on va pas perdre la connexion, et je vais essayer de pas trop bouger pour pouvoir ne pas trop perturber le monde, parce que c'est pas très très agréable, mais il va y avoir du bruit, on est en pleine activité. Donc ici, on se retrouve dans le hall, donc le hall de la carrosserie Lecoq, celui qu'on voyait tout à l'heure en photo. Et effectivement, il y a derrière nous des voitures. Alors attendez, je vais peut-être essayer une chose. Non, voilà, oui. C'était pas ça. C'est dans les paramètres, et de retourner la caméra. Alors attendez, caméra avant et caméra arrière. OK. Et là, et voilà, super.
Voilà. Donc, je sors des paramètres. Donc, voilà. Donc, ici, on est donc dans le hall et on a des voitures qui sont en fin de réparation ou en attente de réparation, de restauration. On a là devant nous l'atelier de restauration. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en aparté, on a des travaux pour l'agrandissement de notre zone aluminium que on va voir, donc, qui ont, qui ont commencé un poil plus tôt que prévu. Ils devaient commencer demain, mais du coup, ils ont commencé aujourd'hui. Donc là, on monte une mezzanine. Donc, on a dû décaler des postes de réparation modernes et les faire travailler dans l'atelier de restauration. Et du coup, ça a perturbé un petit peu toute la vue. Donc là, vous voyez, on a une Bora avec un sinistre. Donc c'est une voiture qui est tombée d'un pont. Donc il va falloir qu'on restructure. Donc ça, c'est un sinistre qui va probablement être mêlé à de la restauration. Après, ici, on fait de l'entretien. Donc on va faire une grosse révision sur une Ferrari 355. Là, vous voyez, on a une Mercedes 190 SL qui est en attente de Oh là son là. moteur. Là, sous la bâche, une petite Jaguar XK qui devrait être bientôt terminée. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une Daytona Spider, donc une vraie Daytona Spider qu'on a vue en photo et qu'on voit beaucoup plus orange. Donc elle a été remise dans sa teinte d'origine, qui est un Rosso Dino. Et donc voilà la voiture en cours de remontage. Donc on est en train de faire les dernières retouches, finitions. Et là, il y a le reste du puzzle, comme vous le voyez tout à l'heure sur les photos pour la Daytona inondée. Donc là, il y avait un peu moins de démontage, mais on va remonter effectivement tous ces éléments. Et là, on a le vrai travail de taulier formeur. Donc on reconstruit partiellement une voiture. Donc on a un côté de caisse, donc un bas de caisse qui est en train d'être formé par nos carrossiers. Donc voilà, on voit une pièce dans son ensemble qui fait l'aile avant, enfin l'aile arrière, pardon, jusqu'à l'aile avant. Et donc voilà, ils sont en train d'essayer de faire ça d'un seul tenant et après ils vont devoir aller reborder derrière les péristructures. Donc là, ils sont pleine, en plein travail de tôlerie. Donc ça, c'est vraiment la restauration complète. On a une coque qui a été complètement mise à nu, complètement dépouillée. Et voilà, c'est ce qu'on fait très régulièrement sur toutes les voitures. Et donc là, on a les outillages qui servent voilà, à faire tout ce qui est tôlerie forme. On a une roue anglaise, un martinet dans le fond. Après, des outils à découpe qui servent à découper, à plier, ce qu'on appelle les olives, donc ces espèces d'ustensiles qui servent à former de la tôle. Voilà, vous voyez derrière sur l'établi, on voit encore des éléments en bois qui ont servi à faire des gabarits. Et donc, on a, alors je vais essayer de tourner lentement, derrière ici tout l'outillage qui permet de faire de la menuiserie et du découpage d'éléments en bois pour pouvoir faire soit des structures, soit des gabarits. Et donc petit à petit, donc je peux répondre à des questions. Hein. Là, on va sortir de l'atelier classique et on va reprendre le circuit des différents autres départements de la carrosserie. Donc, si jamais vous avez des questions Oui, à me poser, alors j'essaie d'être. parlez-moi de la Mercedes qui est sur le pont, qui est absolument magnifique. Alors ça c'est la voiture juste à votre droite. Celle-ci. Ah là là. C'est un entretien. Là, on a fait une réflexion de réservoir. Il y a des problèmes de démarrage. Euh, Petit entretien général sur une 380 SL. C'est pas de la restauration, mais voilà, pour certains clients, on fait aussi de l'entretien sur ce type d'auto et c'est pas une activité, c'est pas l'activité principale que l'on a, mais en tout cas, quand on s'occupe de nos clients, on essaie de le faire jusqu'au bout. Donc là, on voit par exemple une Ford GT de 2005 qui a été complètement transformée, changée de couleur.
On a rajouté un bosselage sur la porte. Ça a été formé pour qu'on puisse avoir un look de GT40 à l'ancienne. Et là, on est dans notre activité de mécanique. Donc ici, on a Tesla France qui a un service center chez nous, qui fait donc de manière indépendante, on partage des locaux et ils font le service pour les Tesla. Et nous, on a le service Ferrari et après les ponts sur lesquels on fait les différentes interventions de remplacement ou de réparation d'éléments mécaniques pour suite à des sinistres. Alors, on va entrer dans une partie un peu bruyante juste avant. Donc là, c'est notre fameux atelier aluminium. Donc c'est une aire où on répare la carrosserie structurelle ou pas en aluminium. Et donc on a plusieurs marbres et plusieurs structures qui nous permettent de réparer tel ou tel type de véhicule. Donc là, on voit un véhicule sur lequel on va remplacer une aile arrière qui a été endommagée. Et après, il y a d'autres voitures sur lesquelles on va remplacer d'autres éléments structurels en aluminium. Et là, tous les éléments du marbre que l'on a sous ce fameux modèle. Et donc là, on va passer un peu brièvement avant d'arriver en peinture. Donc on a des travaux en cours. Et donc tout ça, ça va être notre future zone aluminium parce qu'on répare beaucoup de véhicules en aluminium. Et du coup, on avait besoin d'avoir plus d'espace pour pouvoir réparer ces autos. Donc c'est une grosse structure qui va être montée, qui va nous permettre de stocker de manière un petit peu meilleure et plus agréable les éléments qu'on démonte sur les véhicules. Donc là, on se retrouve dans l'atelier peinture et on se retrouve devant, je ne sais pas si ça capte toujours, voilà, une voiture. Donc ça, c'est encore une Daytona, pas une Spider, c'est un coupé qui est en cours de préparation peinture. Après la tôlerie, donc on a vu la Lancia tout à l'heure sur laquelle on reconstruisait une partie de la tôlerie. Et ben ça, c'est l'étape d'après. Donc c'est la préparation peinture. Donc la voiture, elle est mise sur un pont pour qu'on puisse travailler correctement en hauteur. On voit les bras d'aspiration pour que nos techniciens soient pas dans la poussière. Donc on aspire les poussières à la source. Il y a un mur d'aspiration derrière. Et donc tout ça, c'est la partie de préparation peinture préalable à la peinture. Et là, on passe dans les ateliers de peinture et on va se retrouver très vite dans notre hall d'accueil, puisque là, on a les éléments qui vont être peints. Donc ça, c'est tous les supports et les pièces qui sont en attente et en cours de préparation. Et ensuite, après, on a les cabines de peinture. Donc là, ils sont une cabine qui est on voit pas grand-chose, mais là, il y a un capot dedans. Donc elle est en train de ce qu'on appelle d'écuver. Donc c'est la phase de séchage. Et là, on a les pièces terminées peintes qui sont ici entre autres, avant qu'elles soient remontées sur les voitures. Et donc, on a une zone dans laquelle, ici, on réalise des finitions avec des tunnels de finition. Et, je m'excuse encore, c'est pas normalement pas, pas aussi bordélique que ça, mais on a vraiment tout changé par rapport. Je vais remettre la caméra dans le bon sens par rapport à ces travaux qui ont, qui ont, euh, qui ont été un peu plus prévus. Voilà. Alors, Donc, on a fait le tour. Vous resterez combien de temps, Thomas? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous resterez combien de voitures par an? Tout dépend entre restauration partielle ou complète. On va dire que on va se situer entre 5 et 10 véhicules, mais c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Après, on fait aussi beaucoup de réparations d'anciennes
de réparation d'anciennes. Du coup, c'est pas des choses qu'on intègre forcément dans la restauration, puisque ce ne sont pas forcément pas que des restaurations, mais la réparation collision de la Maserati Bora sera quasiment assimilée à une restauration. Donc voilà, je vous dis entre 5 et 10, et parfois ça peut être beaucoup plus. Ça dépendra de la quantité de travail à faire sur chaque auto. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous envisagez un développement à l'étranger ou des partenariats avec de grosses entreprises étrangères? Pas pour l'instant, pas que je sache en tout cas, et on verra de quoi l'avenir sera fait. Déjà, il faudra que nos entreprises françaises puissent continuer de faire vivre et de se développer tous les gens qui font que tout ce travail est possible, que l'on continue surtout de former. Ça, c'est un des leitmotifs de notre groupe, le groupe Albac, c'est la formation des jeunes, et nous, on y travaille ardemment. On a quasiment toujours 20% de jeunes en cours de formation dans l'ensemble de notre groupe. Là, avec ce qui s'est passé, ça a été un petit peu plus difficile de tenir ce volume, mais en tout cas, on compte bien s'attraper, en tout cas pour moi, pour Le Coq, et on souhaite de faire de Le Coq, qui est une entreprise, on en a parlé brièvement tout à l'heure, une entreprise du patrimoine vivant. On souhaite en faire une école de formation au métier de la restauration, donc la sellerie, la motorisation, la mécanique, la carrosserie, principalement le travail de taulier formeur et de préparation peinture. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de capital, et j'espère bien que très rapidement, voilà, l'année prochaine ou l'année d'après, on arrivera à faire au moins les prémices de ce que sera une école de formation. Oui, alors vous êtes labellisé effectivement entreprise du patrimoine vivant, et merci de continuer à faire vivre ces métiers d'art, ce savoir-faire centenaire. Merci pour cette superbe visite. Vous avez fait rêver pas mal de monde. Eh ben, tant mieux. Et puis voilà, après, on est situé à Besançon, donc sur demande, on peut aussi faire visiter dans le respect des mesures de protection sanitaire l'atelier. Donc on peut pas faire un tour opérateur, mais en tout cas, c'est sûr que on a toujours plaisir à montrer ce que l'on fait, et peut-être avec un petit peu plus d'activité que pendant des travaux, donc en début d'année, à faire découvrir de l'intérieur et comprendre ce que l'on fait. Donc ça, c'est toujours quelque chose que soit moi, soit mes collaborateurs adorent faire. Merci beaucoup Thomas. Merci À Stéphanie. tous d'avoir suivi. C'était le dernier épisode de la 2e saison. Je vous donne rendez-vous quand même mardi prochain à 12h30 pour un numéro spécial Noël. Alors cette fois, c'est un takeover de l'émission Be My Guest par François Roudier du CCFA et également par Hervé Gros du SIA. Donc ce sera une émission un petit peu particulière. En ce qui me concerne, les interviews, c'est terminé jusqu'au mois de janvier. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Thomas. Et très bonne fin d'année. Merci. Au revoir. Au revoir.